Et oui, c'est quand même préoccupant de dire c'est un hasard. Vraiment un hasard, tentative de suicide multipliée par 4 en octobre-novembre 2020 depuis les restrictions sanitaires, les difficultés psychosociales. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur ce front? Et il y a quelqu'un qui a eu le mérite, elle n'est pas la seule, mais elle est l'une des plus parlantes, plus éloquentes, c'est Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et auteure. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour André. Marie-Estelle, qu'est-ce qui se passe vraiment sur ce front-là? On en parle, il y a des chiffres quand même tout à fait terrifiants. Alors je ne parle pas du harcèlement et de l'histoire dramatique de ce qui s'est passé effectivement dans un lycée. Je parle de cette espèce de côté mortifère qui se passe depuis la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Alors, ce chiffre, je voudrais revenir dessus. Il est sorti en fait dans le JAMA, qui est le journal de l'Académie de médecine américaine. Oui. Et c'est en fait un article qui a été publié par cette revue, qui a été écrit par un pédopsychiatre de Robert Debré. Moi, l'année dernière, j'avais alerté sur la vague pédopsychiatrique. J'avais dit qu'à Robert Debré, il y avait beaucoup plus d'admissions et de tentatives de suicide chez les moins de 15 ans. Oui. Il y avait un pédopsychiatre de Necker qui avait dit 600% d'augmentation des admissions en hôpital psychiatrique. 600%. Il y avait 600% d'augmentation. Moi, il y a un an, j'avais observé que je proposais l'hospitalisation. Je suis pas médecin, je suis psychologue, donc je peux que seulement proposer à 6 fois plus de jeunes patients qu'avant pour des troubles alimentaires qui avaient été décompensés pendant le confinement, notamment beaucoup de scarification, une augmentation majeure en fait de toutes les addictions, pas seulement aux écrans, mais également aux shit, etc. Donc on était très inquiets. Et puis il faut toujours du temps pour que les études et les statistiques sortent. Alors puisqu'on est dans un pays où on ne discute pas les chiffres, j'aimerais qu'on ne discute pas ce chiffre de 299% d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les ados. Oui. C'est absolument tragique. Il faut comprendre qu'à la puberté, il est vital. C'est pas du sentimentalisme, hein, c'est pas du confort, c'est pas du divertissement dont je vous parle. Oui. C'est vital en termes pédiatriques et pédopsychiatriques d'avoir des interactions sociales et que le corps puisse bouger. Voilà, c'est vital. Donc quand vous êtes collé soit à votre écran, soit à un parent qui va mal, et pour cause, et qui avait peut-être déjà d'ailleurs des difficultés psychosociales avant, mais qui là n'arrive plus du tout à gérer ses responsabilités Et entre 4 parentales, murs et confinés, etc. Ouais. c'est une perte de sens, puisqu'en fait on fait ça, on leur dit qu'on fait ça pour leur bien, comme dans toute forme de pédagogie noire, dans toutes les familles maltraitantes ou perverses ou toxiques, on fait faire à l'enfant quelque chose qui n'a pas de sens ou qui lui fait du mal en lui disant c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te frappe, c'est pour que tu deviennes une jeune fille polie. C'est pour ton bien que je t'enferme, c'est pour que tu ne sois pas entre les mains de mauvaises personnes. Voilà. Et là, on est en train de raconter que c'est pour leur bien. Alors, que ce soit pour protéger d'autres personnes dans la société, peut-être, d'ailleurs, je pense que c'est totalement inefficace. Mais qu'on ne raconte pas que c'est pour leur bien, parce que les chiffres sont là, les faits sont là, ils vont mal. Je suis inondée de messages et de témoignages d'enseignants, d'étudiants, de parents qui me disent « Ma fille de 12 ans ne veut plus sortir maintenant qu'elle a le droit de sortir et qu'elle est vaccinée, elle ne veut plus sortir parce qu'elle a peur. » Donc en fait, on les rend malades. Voilà, la vérité, c'est qu'on les rend malades et que nos décisions les rendent malades. On est en train de les faire s'effondrer. Et dans ce contexte, je viens de lire un tweet qu'on m'a répercuté du docteur Mathias Vargon, qui est urgentiste. Oui. Vous avez vu ce tweet. Les suicides des ados parce qu'il faut se laver les mains quand on s'est mouché. Hallucinant, je répète parce que honnêtement j'ai cru que c'était un fake. Les suicides des ados, pourquoi? Parce qu'il faut se laver les mains quand on s'est mouché. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains gens? On aimerait comprendre, enfin. Là, on est sur des niveaux quand même d'inhumanité et d'indécence vis-à-vis des parents en deuil ou inquiets. Enfin, moi, je suis même plus dans la colère, en fait. Je suis dans l'effroi. Ouais. On est vraiment dans la déshumanisation pure et simple. Là, on est au-delà du cynisme. On est dans un niveau de mépris, de refus de penser. En fait, on dirait que penser, c'est has-been maintenant. Dès que vous pensez et que vous regardez les conséquences des actes, pour réfléchir et prendre des postures scientifiques, c'est-à-dire bénéfice-risque, c'est mal. Non, mais là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Moi, j'aimerais qu'ils présentent des excuses aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants et à tous les ados qui souffrent.
C'est monstrueux. Et de ce point de vue-là, en fait, ce que vous constatez, Marie-Stelle Hippo, ou en tant que psychologue, c'est que les choses n'ont pas du tout changé, puisque en même temps, vous voyez, Alain Fischer dit, écoutez, c'est en train d'aller beaucoup mieux, probablement que là, alors on entend tout et le contraire, hein, les uns qui disent le 5e variant arrive et la 10e vague, et de notre côté, on dit non, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux, etc. Est-ce que aujourd'hui, la situation psychologique, celle que vous décrivez, celle qui va jusqu'aux scarifications, celle qui va jusqu'aux fumées, encore plus, etc., ça a changé ou pour le moment, c'est statu quo? Mais non, ça change pas. On a tous des listes d'attente de patients pas possibles, et tous les patients qui nous disent bon, si vous avez un désistement avant, prévenez-moi. On en est tous là, que ce soit pédopsychiatre, psychologue. Enfin, là, c'est la vague est terrible. Moi, je peux pas vous parler de l'épidémiologie, etc., du Covid, j'en sais rien. Dans mon domaine, qui est le domaine de la santé mentale, comment voulez-vous que ça s'améliore alors qu'on a foutu un pass sanitaire qui fait que ceux qui sont pas vaccinés ou testés après 12 ans sont désocialisés. Donc les parents sont pris en étau entre deux maltraitances. C'est soit je te maltraite, c'est-à-dire qu'en fait, je te raconte que c'est pour ton bien de te faire un truc qui te concerne pas puisque la maladie te touche pas, soit en fait, je te désocialise. C'est épouvantable pour un parent. C'est-à-dire que les parents disent, si je le désocialise, il peut plus faire de foot parce que je veux pas le vacciner, mais je veux pas le vacciner parce qu'il est en pleine puberté, que je me pose des questions, je suis un salaud. Et si je le vaccine et qu'il y a quoi que ce soit sur sa puberté, des troubles des règles, etc., alors qu'il risquait pas une forme grave parce qu'il y avait 0% de décès et qu'il n'est pas gros et que justement comme il fait du sport, il est en bonne santé, je suis un salaud. C'est épouvantable. C'est-à-dire que là, l'État, on est dans du totalitarisme, c'est-à-dire que l'État viole l'autorité parentale, prend une place qui n'est pas la sienne et sème le chaos dans les familles. Parce que les ados qui vivent concrètement sur le terrain, quand leur maman ou leur papa dit bah non, écoute, pour l'instant il n'y a pas de raison de te vacciner, on l'est tous dans la famille, etc. Ta grand-mère va bien, machin. Donc moi je fais le choix de pas te vacciner. Cet ado est harcelé, c'est-à-dire que on exploite le manichéisme de l'adolescent qui est forcément dans un âge où il est en tout ou rien. Il y a le bien et le mal et il a envie d'appartenir au groupe parce que dans la cour de l'école on va lui dire si t'es pas pro-vax, t'es pro-Covid. Mais il a autre chose à foutre l'adolescent. D'ailleurs vous rappelez qu'il y a eu ça, dans les bus de Skyrock. Si tu n'es pas pro-vax, tu es pro-virus. Non, mais c'est un âge où on doit leur apprendre le discernement. On doit leur apprendre à construire une pensée nuancée, sinon ils seront violents. S'ils ne peuvent pas dialoguer avec des nuances, ils seront violents. Donc on est en train d'en faire ou des dépressifs ou des casseurs. Alors pour pas en faire des casseurs, on va les coller derrière un écran, voilà, avec des anxiolytiques, on va les abrutir. C'est insupportable. C'est-à-dire que c'est une double contrainte, c'est un piège, quoi. C'est un piège mortel. Bien sûr. C'est exactement, si vous lisez. Si ça en intéresse certains un jour, de se plonger dans l'ouvrage de Henry Searles, qui était un grand psychiatre, qui s'appelle « L'effort pour rendre l'autre fou ». Il explique les systèmes toxiques dans les familles, comment on coince l'enfant dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'échouer, mais tu n'as pas le droit de réussir pour pas faire d'ombre à ta mère, etc. etc. Et on les coince là-dedans. La double contrainte. C'est insupportable, cette double contrainte. C'est terrifiant. Et en plus, là, ce que j'apprends, le Parlement vote la fin de toute activité sociale pour les moins de 15 ans. Non vaccinés. Oui, on en fait des parias. Mais vous savez, la première ministre de Nouvelle-Zélande s'est vantée d'avoir créé deux catégories de citoyens, les vaccinés et les non vaccinés. Je veux dire, on a basculé dans un truc qui est très très moche. On me disait que là, pour les vacances de Toussaint à Charles de Gaulle, les parents qui arrivaient avec des enfants de 9 ans pas testés, parce qu'ils ne pensaient pas qu'à 9 ans, il fallait être testé pour voyager, momentanément, les enfants étaient séparés des familles. Non, mais vous imaginez? Ah oui, carrément. Là, on est vraiment dans le roman de Kafka, c'est-à-dire quand la bureaucratie devient harcelante. Parce qu'on parle du harcèlement à l'école, mais toute la propagande pour le vaccin dans les écoles qui ne sont pas des pôles de santé, c'est du harcèlement pour moi. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit tous les chiffres. On voit très 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 bien que les chiffres des 5, 10 ans, 12 ans, 15 ans, enfin que la possibilité, que la probabilité est de 0,00 et 1% ou 2% ou 3%. Mais c'est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression vraiment que tout se passe comme si on veut que le management par la peur devienne un management quotidien. Presque une espèce de dimension quotidienne, quoi. Mais vous savez, quand vous contrôlez la peur des gens, c'est pas moi qui le dis, vous contrôlez leur âme. Et il y a un truc qui est très simple, en fait, au niveau... Le cerveau est bien fait. C'est-à-dire que quand vous avez peur, il y a un signal d'alarme qui s'allume. Et vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus réfléchir. Vous êtes dans le pur réflexe de survie. Donc, à partir du moment où vous gouvernez à la peur, c'est bon, vous avez sidéré la pensée. Et comme ensuite... on culpabilise la pensée, c'est-à-dire si tu prends le temps de penser, potentiellement tu as tué des gens.
C'est bon. Ouais. Là, c'est ce que je vous dis. La pensée, c'est has-been. En fait, l'ennemi, maintenant, c'est de réfléchir. Penser devient un acte hautement délictueux. Oui, la subjectivité est potentiellement de la délinquance. Enfin, on en est là, quoi. Ouais, c'est Et dingue. on me dit que c'est pas du totalitarisme. Attendez, le totalitarisme, c'est pas seulement les Vietnamiens ou les talibans. Non, Le et c'est pas la le police, principe- c'est pas la Gestapo qui arrive à le- 6h du matin. Il y a un Le principe du totalitarisme soft. totalitarisme, Ouais. c'est quand l'État veut être total, veut être partout. Et Ouais. qu'il se déguise en disant c'est au nom du bien. Mais quel bien! Je veux dire, on les voit, les dégâts collatéraux, on a le recul. Et on persévère, mais quand on persévère, c'est pas. Enfin, je veux dire, ou c'est de la bêtise ou c'est de la malfaisance. Faut se remettre en question quand même quand on a des ados qui sautent par la fenêtre. Ouais, et comme Lacan Comment disait, on peut déconstruire l'empathie à ce point? Comment on peut être déshumanisé au point de dire, moi j'ai reçu un message d'une dame qui m'a dit mais si les ados sautent par la fenêtre, c'est que les parents sont pas là. Enfin, c'est insupportable. ouais, c'est dingue. Père sévère, hein, Père sévère, c'est quelque Oui. chose. Merci beaucoup, merci Marie-Estelle Dupont. Merci Marie-Estelle. Excusez-moi, mais je suis très en colère. Mais vous avez raison. Vous pouvez. Merci Bonne journée. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue et auteur et vous avez entendu ce coup de gueule de la psychologue sur les tentatives de suicide multipliées par 4 en un an. Alors évidemment, vous réagissez au 0826 300 300, vous aurez la parole à partir de 13h15. Est-ce que vous vous doutiez d'une telle vague psychiatrique ?